Bonjour ou plutôt rebonjour à toutes et tous, et j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver à nouveau pour parler de toutes les sorties de No Man's Sky que j'ai pas encore abordées sur le channel. Il y a des critiques que j'avais pas encore le temps de vous faire, donc du coup j'ai décidé de toutes les compiler dans une seule et même vidéo. Donc il y a 7 films dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà, alors du coup je commence cette vidéo à peine 10 minutes après avoir terminé ma critique sur Ferrari. Voilà, il y a aussi un film que j'ai vu là ce week-end, mais j'attends de l'avoir mûri et réfléchi un petit peu pour vous en faire quelque chose de sympathique. Enfin, j'ai hésité à l'intégrer dans cette vidéo du coup, mais voilà, le film a fermé pas mal de choses en moi. Je trouve le film super intéressant. C'est Sweet Heat pour ceux qui se posent la question, mais j'attends un petit peu pour vous en parler, si je vous en parle dans une critique, dans une analyse un peu spéciale. Enfin voilà, j'essaye de voir ça, et vous, de toute façon vous verrez ce qui se passe sur la chaîne prochainement. Donc du coup j'ai quand même vu pas mal, j'ai vu à peu près toutes les sorties de 2024 jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai abordé les films principaux, notamment Pauvres créatures, j'ai parlé aussi de quoi, de Argile, de Dali, des Chambres Rouges, enfin voilà, de quelques sorties quand même assez importantes depuis le début de l'année. Et puis du coup, bon bah vu qu'il y a quelques critiques que j'avais omis, du coup j'ai décidé de tout réunir dans une seule et même vidéo. Et encore c'est pas fini, parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui arrivent, voilà, dans les prochaines semaines. Voilà, bon il y a encore des trucs que j'ai pas le temps d'aller voir, mais bon c'est quand même des trucs assez mineurs qui vont pas trop parler, donc j'ai encore le temps d'en parler. Puis de toute façon l'année n'est pas du tout terminée. Voilà, d'ailleurs je pense que si au cours de l'année il y a encore des critiques que j'ai pas le temps de faire, je pense que je ferai ce procédé, voilà, de réunir plusieurs films dans une seule et même vidéo. Voilà, un peu comme ce que fait Diurnal par exemple. Bon, je ferai pas non plus des vidéos de 4-5 heures, voilà, pour vous éviter, même moi de toute façon j'aurai même pas le temps, et je pourrais même pas, je serais même pas capacité de vous les faire ces grosses vidéos. Mais voilà, si je dois passer comme ça pour vous parler donc de tous les films dont je veux vous parler sur la chaîne, je réunirai au moins 4-5 films dans une même vidéo et je vous en parlerai. Voilà, donc on va, après cette longue introduction de 2 minutes et 5 secondes, commençons donc avec Priscilla, le dernier film en date de Sofia Coppola, une cinéaste, donc fille de Francis Ford Coppola, évidemment, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup Lost in Translation, j'aime beaucoup Virgin Suicide, j'aime beaucoup Les Profs. Enfin voilà, j'aime bien le travail de Sofia Coppola en général. Voilà, je trouve que son travail sur la femme, ou sur les femmes quand elles sont plusieurs, dans le cas par exemple de Lost in Translation, enfin dans le cas de Virgin Suicide ou des Proies par exemple, parce qu'elle travaille beaucoup avec les femmes, sur le personnage de la femme, sur leur rapport avec les hommes quand elles sont jeunes ou plus âgées. Voilà, et là du coup avec Priscilla elle travaille à nouveau sur une femme, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du coup de Priscilla Presley, voilà, alors qu'elle est encore toute jeune et qu'elle rencontre, enfin le film débute alors qu'elle rencontre à peine Elvis, et que lui est déjà une star, et qu'elle du coup elle est encore étudiante, etc. Enfin elle est étudiante la majorité du temps, mais voilà, quand elle rencontre, elle est limite collégienne. Enfin je crois qu'elle a l'âge d'être plus collégienne, elle n'est pas encore lycéenne, enfin elle est encore vraiment très très jeune. Et du coup voilà, le film débute alors qu'ils se rencontrent, mais voilà, leur relation va mettre un petit peu de temps à s'établir, vu qu'elle est encore mineure et encore sous la responsabilité de ses parents, et que forcément ses parents sont un peu réticents à l'idée d'avoir entamé une relation avec le chanteur le plus célèbre du moment, ce qui est un peu normal. Donc jusqu'à là en fait le film est intéressant, mais le film s'appelle Priscilla. Voilà, je vais quand même déjà insister sur le titre du film, puisque en fait plus le film avance et plus tu dis ouais, mais du coup tu fais un film sur Priscilla Presley, mais quand on termine le film au final, qu'est-ce qu'on retient de Priscilla Presley? Parce que j'ai l'impression qu'au final elle a pas pris Sofia Coppola n'a pas pris une partie de la vie de Priscilla Presley pour en faire un film. En fait elle a juste filmé Priscilla Presley en fait quand Elvis n'était pas là, mais le plus souvent en fait Elvis aussi est aussi là, et il apparaît aussi beaucoup à l'écran, il est très présent. Et je dirais que par exemple si on voit Priscilla seule à l'écran pendant 40% du temps, tout le reste, il y a aussi Elvis. Donc disons que j'ai l'impression que le point de vue adopté ici par Sofia Coppola, en fait, pour faire un film sur Priscilla, il était vraiment pas le bon. Parce que au final, disons qu'elle veut s'écarter de la vie d'Elvis. En plus, Baz Luhrmann a fait un film sur Elvis il y a 2 ans, et ce film-là, il était quand même très bien, il était quand même très bien construit, il apportait quand même beaucoup de choses sur le personnage. Et là, du coup, bah, littéralement, en fait, du coup, Sofia Coppola, elle passe après ça, et elle fait un film qui est plutôt vide, et qui raconte pas grand-chose d'intéressant, en fait, sur Priscilla Presley. Donc, à part nous dire que, ouais, sa femme, du coup, sa fiancée, puis sa femme, puis la mère de ses enfants, du coup, elle s'emmerdait dans leur maison, parce qu'en fait, du coup, le but, c'est, enfin, en gros, l'histoire se résume ainsi, c'est que elle finit par partir de chez ses parents pour aller vivre chez Elvis, mais lui,
une grande majorité du temps, il part en tournée, il part bosser ses chansons, etc. Et elle reste à rien faire dans la maison. Et du coup, lui, après, il revient, il joue à glandouiller ou à stripoter dans la chambre, enfin, à stripoter d'ailleurs. Non, même pas tant que ça d'ailleurs, parce que justement, là-dessus, sur ce côté-là, ça aurait pu être intéressant, parce qu'il y a un espèce de refus d'avoir des rapports sexuels avec Priscilla de la part de Elvis. Et du coup, même ça, c'est plutôt redondant en fait. Il finit par y avoir des moments très redondants entre les deux joueurs. Ils passent beaucoup de temps dans leur chambre à s'amuser, à glander, à faire on ne sait trop quoi. Et au final, le film ne raconte jamais rien d'intéressant sur Priscilla Presley, quoi. Enfin, il n'y a pas un élément important qu'on va retenir, quoi. Et c'est juste quand le film se termine qu'on se dit mais en fait elle aurait dû commencer le film à partir de là, quand justement elle quitte Elvis qui avait sombré à ce moment là dans l'alcoolisme, etc. Donc vraiment en fait moi je me suis posé vraiment la question pendant tout le film, mais qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à dire sur Priscilla Presley à ce moment là, quoi, à part la filmer seule dans la baraque ou avec les autres ou avec les potes d'Elvis ou avec ses parents ou avec des proches à lui ou en train de se faire chier dans la maison en l'attendant, mis à part quelques conflits. En fait c'est plus un film sur la vie de couple de Priscilla et d'Elvis, quand lui en fait il est pas en train de bosser, parce que voilà, elle fait tout pour s'écarter du personnage d'Elvis, voilà, pour laisser entre parenthèses Priscilla, mais quand c'est Priscilla qui est celle à la caméra, du coup il y a rien d'intéressant à dire. Donc c'est ça qui est un peu problématique, c'est qu'il n'y a pas un an il y a pas un an, il y a aucune information, il y a rien, il y a aucun, comment dire, il y a aucun truc vraiment qui ressort de film sur Priscilla, quoi. Et en fait c'est même plus leur vie de couple, et même sur leur vie de couple, il n'y a rien de spécial à dire, quoi. Vraiment, si on voit pas Elvis travailler, limite le film n'a intéressant que quand il est là et que quand lui il fait quelque chose d'intéressant de ce côté, soit sur ses chansons, etc. Parce que même on voit comment ils vivent, comment ils apprennent à s'adapter à lui, mais leur couple en général et même sur elle, il n'y a rien d'intéressant à dire. Donc on reconnaît la patte de Sofia Coppola, mais bon, sur le personnage de Priscilla, même sur celui d'Elvis et même sur leur couple en général, voilà, mis à part un enchaînement, voilà, de scènes où ils sont ensemble, où ils passent du temps ensemble, où ils sont dans leur chambre, où ils font leur vie de couple, finalement les scènes s'enchaînent sans qu'on n'ait rien à en retirer de très intéressant. Alors après, oui, on voit que Priscilla est toujours seule, elle est dans son ombre, mais bon, ça, on n'avait pas besoin de le voir à l'écran, en fait, on le savait plus ou moins déjà. Si justement Sofia Coppola a décidé de faire ce film, c'est que voilà, c'était bien pour dire ça. Mais je pense qu'il y avait quand même d'autres choses intéressantes à dire que juste, ouais, elle se sent seule, elle a rien à foutre, voilà, quoi, sans lui, ça n'est rien, quoi. En gros, c'est ça qu'il faut retirer du film, et je pense qu'il y avait quand même autre chose de plus captivant à dire, parce que là, vraiment, le film, c'est un peu le vide, quoi, c'est un peu sans intérêt. Ensuite, donc après Priscilla, Godzilla Minus One, donc qui après une sortie éclair sur les écrans à la fin de l'année dernière, a eu le droit à une petite ressortie le temps d'une petite semaine ou deux sur grand écran. Il y a une scène qui vient d'ailleurs d'être couronnée de l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, donc une première pour le cinéma japonais. Excusez-moi. Honnêtement, le film est... Je sais pas trop, le film terrible, honnêtement. Même la fin qui aurait pu, pour moi, rattraper le tout. Bon, soit les effets spéciaux sont réussis, mais l'histoire m'a vraiment ennuyé à mort, quoi. Vraiment, j'ai pas vu, parce qu'en fait, tout l'intérêt du film, du coup, c'est de nous expliquer, en fait, comment, du coup, les Japonais, comment l'armée japonaise va lutter contre l'arrivée, du coup, de Godzilla en ville. Par ailleurs, il y a des scènes de destruction magique de la part de Godzilla, et ces scènes-là sont absolument ouf. Toutes les scènes apocalyptique, de destruction massive, effectivement au niveau des effets spéciaux, de la technique, c'est assez époustouflant, et je pense que c'est les meilleures scènes de destruction qu'on a jamais vu dans Godzilla, et c'est pas la franchise là du Monsterverse avec Godzilla et Kong là qui ça c'est complètement éclaté, mais ça au niveau des effets spéciaux et de ces scènes de destruction, il y a quelque chose d'intéressant à retirer. Par contre toutes les autres, mais vraiment tout ce qui se passe dans le film pour nous expliquer comment ils vont lutter pour Godzilla, comment ils vont chercher à le détruire, comment ils se préparent à ça, comment ils se préparent en gros à l'attaquer, toutes ces scènes sont d'un pénible, vraiment. Il y a des fois où j'étais en mode putain, le film ne va pas avancer, qu'il aille plus vite. Enfin, le rythme, je trouve le film assez lent. Et par ailleurs, la fin m'a vraiment déçu, quoi. La fin en mode Godzilla va tous les détruire, parce qu'en fait, il recherche son énergie, et quand il recherche son énergie et qu'il la recrache, c'est la destruction totale. Et à la fin, en fait, il y a un événement, bon, je spoil pas du coup pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais à la fin, quand je pensais en fait qu'il y allait avoir vraiment cette touche finale
sur Godzilla et que ça allait être la fin d'Hariko pour tout le monde. Là, il y a un truc vraiment qui est venu tout gâcher, un Deus Ex Machina, et je me suis dit, mais pourquoi vous avez conclu le film là-dessus? Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment idiot. Donc, dans Godzilla Minus One, mis à part les effets spéciaux et les scènes de destruction massive, j'ai pas trouvé ça très bien. Non, le film m'a pas captivé. Voilà, il y a quelques atouts par-ci par-là, mais vraiment, à part les effets spéciaux, voilà comment Godzilla est fait, le rendu visuel sur certaines scènes, sur certains moments, les effets spéciaux, à des moments où il y en a vraiment besoin, ou à des moments où ils sont vraiment très élaborés. Non, j'ai pas trouvé le film exceptionnel, désolé. Ensuite, on passe à May December de Todd Haynes avec Natalie Portman et Julianne Moore. Donc, l'histoire, c'est une actrice donc, qui vient rendre visite à une femme, à une ancienne vedette, voilà, donc qui a eu une relation un peu interdite avec un mec qui est beaucoup plus jeune qu'elle, et du coup le personnage de Natalie Portman va la rencontrer et passer du temps avec elle du coup parce que elle prépare un film qui a inspiré la vie de cette femme, donc de Julianne Moore du coup. C'est un film qui est sur un rythme, très lent, voilà, donc les deux actrices portent vraiment le film, voilà, Portman, Moore, etc. Il y a vraiment un bon jeu de leur part, il y a vraiment une tension. Le film, il y a vraiment une tension très étrange qui l'imprègne, voilà, il y a vraiment quelque chose de très dangereux, de très sulfureux qui règne toujours, un esprit de tentation, un esprit un peu de provocation, voilà, il y a du sexe, de l'ambiguïté dans l'air, et ça en fait on le ressent beaucoup, mais à un moment donné quand même on commence à s'ennuyer un petit peu, voilà, mais dans l'approche en fait de ces sentiments et de cette relation un petit peu ambiguë, un petit peu interdite, voilà, il y a quelque chose qui ressort vraiment de... C'est un film qui est assez étouffant, voilà, qui est vraiment très mystérieux, qui joue beaucoup sur ça, et c'est ça qui en fait sa réussite, mais j'aurais pas dit non si le film avait eu un rythme un peu plus... Voilà, c'est un film très intense, mais sur le rythme, c'est un film qui est quand même très lent. Et puis toute la musique derrière, voilà, c'est les quelques notes de musique qu'on entend, vraiment ça m'a gonflé quoi, parce que vraiment c'est toujours la même note de musique un peu aiguë, un peu grave, qui renforce un petit peu le sentiment de tension qui imprègne le film, l'histoire en général, voilà. C'est un film qui est très lumineux mais qui peut aussi être très sombre, voilà, qui bascule un peu, enfin c'est un peu le but du film, c'est de basculer sur deux tonalités, la lumière, le sombre, la tentation, l'interdit, enfin voilà, le film repose sur ces deux sentiments et sur ces deux directions assez opposées. C'est ça qui est très intéressant, mais le film est bien, voilà, dans le jeu des couleurs, dans l'interprétation des actrices, enfin les deux actrices sont très subtiles, mais bon, on parle quand même de Portman et Julianne Moore, donc c'est pas étonnant, voilà, c'est le minimum qu'on peut exiger de deux actrices comme ça qui ont une grosse carrière derrière elles, enfin plus de Julianne Moore, parce que Julianne Moore n'a pas vraiment une fois dans sa carrière, alors que Natalie Portman, voilà, quand elle a joué pour Marvel, ça l'a un peu fait descendre, mais bref, en tout cas j'ai trouvé le film bien, c'est pas passionnant, mais c'est quand même un bon film. Vraiment, Todd Haynes, il a fait quelque chose de pas mal du tout. Voilà, ça fait. Mais j'avais préféré un de ses précédents films, Carol. Voilà, Carol était vraiment excellent. Excellent. Là, par contre, je suis un peu plus mitigé sur ce qu'il propose ici. Il propose quelque chose de bien. Voilà, sa proposition est bien filmée, bien jouée. Elle rend bien. Enfin, je veux dire, ce qu'il avait en tête, sa vision, elle est quand même bonne. Mais c'est juste sur le rythme et dans la lenteur de l'écriture que j'ai, et dans le déroulement aussi de la relation, de tout ce qui se passe, que j'ai un peu plus de mal. Voilà. Le film suivant sera Sans jamais nous connaître de Andrew Hecht avec l'une des grosses têtes d'affiche et l'une des étoiles montantes d'Hollywood à l'heure actuelle, Paul Mescal et Andrew Scott du coup. Le film est très bien, très intense, très sulfureux, etc. Pas comme le précédent évidemment qui a un côté sulfureux aussi, mais du coup c'est une relation entre deux hommes gays, voilà. Et en fait le film en fait se perd entre ça et tous les souvenirs et tout ce qui hante en fait le personnage du coup de Harry, celui qui est joué par Andrew Scott, celui qui est écrivain. Je mélange toujours les noms de personnages, mais c'est un film qui est très beau, voilà, qui a beaucoup de belles choses à dire, mais on s'y perd un peu, voilà, le montage, voilà, il est un peu, je trouve que le montage est assez maladroit, un peu abrupt, un peu brut, c'est-à-dire qu'on est souvent embarqué dans des espèces de souvenirs ou de visions un peu cauchemardesques du personnage de Harry qui essaye en fait de faire le deuil à la fois du meurtre de ses parents et à la fois qui essaye de se concentrer sur sa relation actuelle, mais le film
film nous perd un peu, je trouve, entre la relation qui s'installe d'un côté et les souvenirs qui reprennent la place de l'autre. Voilà, tout ce moment où il va en banlieue pour aller rencontrer ses parents qui sont en fait morts, etc. Enfin, le film nous perd un peu, le montage, le montage le montage et le rythme est un peu abrupt, un peu maladroit, un peu indécis. Voilà, ça s'en mêle. Voilà, le présent et le passé ou tout ce qui se passe dans la tête derrière en fait s'entremêlent un peu. Et du coup, ça trompe un peu le spectateur. Et moi, j'ai eu un petit peu de mal à m'y retrouver, mais sinon. Voilà, dans la mise en scène, dans comment l'alchimie entre les deux personnages, le cru qu'il y a entre eux, enfin le sans-gêne quand ils parlent de leur relation, de sexe, etc. L'alchimie fonctionne très bien, il y a une bonne connexion entre les personnages. Faut dire que l'un d'eux est vraiment gay dans la vraie vie, donc ça contribue sans doute à son jeu d'acteur. Mais le scénario est bon, voilà, le jeu d'acteur est bon, mais c'est juste en fait plus dans le montage et dans comment tout ça se mélange et comment tout ça rend à l'écran que j'ai eu un petit peu de mal à suivre. À un moment donné, je me disais mais qu'est-ce qui se passe, on est où? Et puis à la fin en fait, parce que je suis allé voir le film avec un ami et il m'a dit mais oui mais en fait t'avais pas compris ça. Moi j'étais en mode non, j'ai pas compris, le film avait un peu perdu, mais j'étais un peu sorti à différents moments parce que vraiment c'est un film, si t'es déconcentré, si toute ton attention, si t'as pas directement compris l'histoire en fait après, c'est très compliqué de suivre le récit. Là c'est pas que c'était compliqué, mais j'ai eu un petit peu de mal quand même. Mais je vous le recommande quand même, c'est une belle histoire d'amour et de deuil, mais les deux ont un peu de mal à vraiment bien se mélanger pour former un film compréhensible. Voilà. Ensuite, film suivant sera donc le successeur, le nouveau film de Xavier Legrand. Donc il a notamment réalisé l'excellent Jusqu'à la garde avec Denis Ménochet, et foncez voir ce film parce que waouh, c'est très costaud. Le successeur est une sorte de trailer huis clos sur un fils, voilà, donc qui est créateur de mode et qui vient de se perdre dans son père et qui est de retour dans sa ville natale au Québec. Le film est bien, voilà, le film est vraiment très 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 bien. Voilà, je veux dire dans toute son atmosphère, voilà, à partir du moment où il retourne au Québec, il recroise d'anciennes connaissances à son père décédé et tous ces moments où il est dans la maison et tout ce qui va se suivre en fait dans la maison de son père. Toutes ces scènes-là sont extrêmement bien faites, voilà, le mec est complètement perdu, le mec sait plus quoi faire, tout ce qu'il va découvrir dans cette maison, parce qu'il y a quand même des révélations, je vous laisse les découvrir par vous-même, mais c'est quand même un film qui est très bien fait, qui joue vraiment sur toute la tension et tout ce qui entoure en fait la mort de son père et tout du coup ce qui retourne sur les épaules de son fils, voilà, qui doit aussi affronter du coup les préparatifs du coup des obsèques de son père. Et d'ailleurs ça fait longtemps qu'une scène m'avait pas autant déchiré le cœur que la scène des obsèques de son père vers la fin du film. Donc le film est assez rapide dans son déroulement, mais vraiment toutes les scènes dans la maison du père, voilà, quand on est seul avec les personnages et qu'il fait face à tout ce que le père a laissé derrière lui, vraiment c'est un film qui est quand même assez terrible, c'est très costaud. Le film de Xavier Legrand est vraiment très très costaud, c'est un film qui prend vraiment quoi. Enfin, là pour le coup on est vraiment dedans, et bon il y a des scènes, il y a des moments où on doit interpréter nous-mêmes ce qui se passe à l'écran parce que c'est juste le personnage qui les voit et la caméra reste en dehors de ce que le personnage découvre et nous après on les découvre et après on doit encaisser après le personnage ce que lui il a découvert. Mais c'est un film qui joue très très bien sur la tension, voilà, il y a un côté très claustrophobique, pardon. L'acteur principal est également très bon, voilà, il fait pas, il laisse, voilà, le mec vraiment se lâche quand il pleure, vraiment il chiale, notamment lors de la scène des obsèques où vraiment mais le mec pleure mais à tel point que j'en avais les larmes aux yeux aussi, vraiment c'est hyper prenant comment il joue tout ça. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un film qui était très bon, qui était très saisissant, qui jouait vraiment bien sur toute la tension et sur comment le mec essayait de gérer ses émotions, parce qu'à la fois il avait une relation un peu distante avec son père, mais à la fois il essayait quand même de réparer les pots cassés et de gérer tout ça à sa manière. Et le film a très bien joué en fait sur comment le personnage reçoit ça, comment il gère ça, et les émotions qu'il relâche, et comment il va tenter de vraiment garder une maîtrise sur la situation. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien. Donc le successeur, excellent film. Ensuite, le film suivant sera donc La salle des profs, un film allemand donc, qui se passe entièrement dans une école. Donc en fait, donc le film commence sur des histoires de vol par des élèves, et le film va basculer quand la prof en gros, donc, qui est l'héroïne
autour de qui tout va se dérouler, donc de elle et de quelques élèves de la classe. Et en gros, disons que elle va tenter donc de résoudre un problème, de répondre à un de ces questionnements par une méthode qui finalement va se retourner contre elle. Voilà, je voulais découvrir comment elle fait ça, comment elle procède et comment ça va lui retomber dessus. Et suite à ça, du coup, ça engrange tout un tas de problèmes. Voilà, parce que la manière dont elle a procédé a eu des répercussions qu'elle ne pensait pas, et ça va vraiment avoir des conséquences et des retombées qu'elle va avoir beaucoup de mal à accumuler et qu'elle va avoir du mal à gérer. Voilà, c'est le genre de film qui est presque dans la lignée de La Journée de la Jupe, par exemple, le film avec Isabelle Adjani, c'est également dans une école et où il y avait des choses très graves qui s'y déroulaient. Bon, La Journée de la Jupe, c'était quand même un film encore plus au-dessus, parce que là, dans la salle des profs, il y a quand même, c'est un film où il y a quand même beaucoup de tension, beaucoup de choses assez choquantes et assez prenante qui s'y passe, mais La Journée de la Jupe, ça mettait encore le cran dessus, parce qu'on était quand même sur des personnages adultes. Là on est quand même sur des enfants, donc c'est un peu, donc il est juste question de vol, de vol et de répercussions que ça a sur les parents d'élèves. Mais dans La Journée de la Jupe, par exemple, il était plus question d'adultes, il y avait quand même une arme à feu qui était en jeu, c'était quand même une prise d'otage, donc c'était quand même un cran dessus. Donc c'est un excellent film, hein, la Journée de la Jupe. Il y a celui-là, mais globalement, La Salle des profs, c'est un thriller qui est très haletant, qui fera voir le monde de la scolarité vraiment autrement. Voilà, l'actrice principale joue super bien, son personnage porte vraiment le film sur ses épaules, et toutes les scènes où elle tente de résoudre les problèmes, à la fois de prendre ses responsabilités, donc de défendre à la fois les élèves, son intégrité, etc. Parce que voilà, elle gère quand même elle gère quand même une classe, des élèves qui sont quand même dans une situation difficile, qui sont difficiles en tant qu'élèves, et elle va tenter de gérer tout ça, et l'actrice vraiment le fait super bien, et la caméra va la suivre un peu partout, à différents stades du coup de la scolarité de ses gosses, alors qu'elle tente de les aider avec leurs problèmes scolaires, avec leurs problèmes familiaux, et qu'elle va tenter de les protéger eux-mêmes de leurs actes, parce que ce sont des enfants et que certains n'ont pas encore conscience de ce qu'ils font et de pourquoi ils font une telle chose pour défendre leurs parents, par exemple, qui ont fait d'autres choses. Voilà, je reste assez vague, parce que du coup, voilà, il se passe quand même beaucoup de choses, et même si on est dans un cadre avec de jeunes enfants, le scénario va quand même loin et monte assez haut dans la tension et dans le drame, en fait. Voilà, quand on voit, il y a des actions que font certains élèves, 2-3 notamment, qui sont vraiment mis en avant, et quand on voit jusqu'à là où ils vont, on se dit ah oui, quand même, voilà, le film va jusqu'à là, voilà, le scénario ose prendre ce genre de risque de montrer ça. Donc ouais, La Salle des profs, c'est vachement bien, quoi. En tout cas, de la première à la dernière minute, le film part simplement, et jusqu'à là où ça va, c'est quand même assez, ouais, c'est chaud quand même, voilà. Donc allez-y, jetez-y un coup d'œil, parce que c'est quand même un film qui glace le sang, qui prend au tripes, qui est super intéressant, voilà, qui nous montre que ce qu'on peut faire à l'insu des autres, même avec les meilleures volontés, avec les meilleures intentions, enfin avec les meilleures intentions, oui et non, mais dans le but de régler les choses et de répondre à une question, ça peut entraîner des conséquences auxquelles on ne s'attend pas forcément. Donc ça, c'est un film quand même qui met en garde, qui prend des risques, et qui nous montre le milieu scolaire chez les plus jeunes, d'un angle assez différent, et c'est de loin le meilleur film sur la vie d'une école que j'ai pu voir. Donc voilà. Et enfin, le dernier de la liste, donc Tout sauf toi, réalisé par Will Gluck avec Glenn Powell et Sydney Sweeney, qui apparemment rencontre un joli succès avec ce film et incarne le couple le plus glamour à l'écran depuis sans doute Julia Roberts et Richard Gere, ou Hugh Grant et Julia Roberts depuis Pretty Woman, depuis Good Feeling et Pretty Woman dans l'autre cas. Mais bon, on va pas se mentir, les comédies romantiques d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient à l'époque, c'est-à-dire que c'est un film qui joue avec ces codes-là, voilà, la rencontre hasardeuse dans le bar, voilà, la femme qui a besoin d'aller aux toilettes, et donc le mec beau gosse, voilà, qui fait semblant que c'est sa femme pour qu'elle puisse y aller, et il y a tout un sketch aux toilettes, et des sketchs, il y en a. En fait, ce film est un enchaînement de sketchs, mais bon, c'est pas toujours très bien écrit, c'est pas toujours très drôle, mais le film a quand même réussi à me faire rire 2 fois, donc bon, dans l'ensemble, ça va, mais globalement, de toute façon, si tu vois ce genre de film, c'est que t'as envie de passer un bon moment, c'est que t'as envie de te détendre, c'est que t'as envie de rire. Bon, cela dit, j'ai pas trouvé ça nul à chier non plus, voilà. Mais effectivement, dans le genre comédie romantique, un genre que j'aime beaucoup, parce que c'est des films très bonbons, c'est des films qui passent tout seuls, et puis c'est des films qui passent très bien quand tu vas pas forcément bien dans ta vie, etc. Donc c'est très sympa, ça passe bien sur le moment, mais c'est pas là où tu vas te dire, ouais, bon, je préférais quand même 4 mariages et un enterrement, où vraiment les comédies britanniques bien écrites, pareil, Love Actually, enfin bref,
bref, les listes des meilleures comédies romantiques, vous les connaissez, et Tout sauf toi n'en fera jamais partie, parce que ça essaye de reprendre les codes, ça essaye de s'inscrire dans cette même veine, mais c'est plein de stéréotypes, c'est plein de moments gênants, comme les parents de Béatrice, du coup, enfin même dans les prénoms, Ben, Béa, ça essaye d'être niais à la manière des anciennes comédies romantiques, mais ça l'est jamais, parce que malheureusement ça n'en a pas le charme. Alors oui, c'est un film, il y a plein de lumière, le nana et la fille qui sont archi canons, voilà quoi, ça aussi c'est un gros stéréotype. Non mais vraiment, lui il a un corps d'athlète, cheveux peignés parfaitement, ils sont habillés comme des dieux, enfin voilà, je veux dire, physiquement ils sont super bien assortis, mais voilà, le film essaye de nous faire croire qu'ils ne se supportent pas, mais bon, c'est pas comme si les deux acteurs savaient aussi bien le jouer, voilà, parce que en fait pendant le film ils doivent jouer un jeu comme quoi pour faire plaisir, pour mettre un petit peu d'ambiance, ils vont faire croire qu'ils sont en couple, alors qu'en fait ils ont du mal à se supporter, puisqu'au début du film lui il a rabaissé parce qu'il y a eu un malentendu entre eux, mais en fait évidemment à la fin ils redécouvrent que finalement ils s'aiment évidemment comme des fous. Donc oui, le film essaye de reprendre les vieux codes de la comédie romantique, mais il le fait mal. Après ça passe bien quand même, voilà, on ne ressort pas en mode c'était nul, parce que de toute façon quand on va voir ce genre de comédie là en 2023-2024, on sait à quoi on va s'attendre, on sait qu'on va pas s'attendre au chef-d'œuvre de la comédie romantique, on sait que ça va pas être aussi niais mais aussi beau et romantique que ce qu'on a connu dans les années 80-90, voilà, ce film là tout le monde sera aux oubliettes d'ici quelques mois, d'ici quelques années, voilà, sauf s'ils décident d'en faire plusieurs, même de lancer une des franchises, voilà, comme Hollywood sait si bien le faire. Ça rencontre un succès parce que voilà, c'est le genre de truc qui passe extrêmement bien, voilà, ça il n'y a pas de souci là-dessus, le film passe très bien. Bon après la blague avec Titanic, au secours, hein, vraiment le Titanic, moi j'aimerais contacter le scénariste de ce film pour savoir qui a eu l'idée de mettre ça dans le scénario, parce que vraiment cette réplique, à un moment donné, vraiment, c'est une séquence sur un bateau, et ils veulent vraiment aller jusqu'au bout des choses, et vraiment faire croire que c'est un couple amoureux, épanoui, etc. Et donc ils veulent faire le truc le plus arrière possible, et donc reprendre la mythique scène de Titanic avec Jack et Rose, évidemment, vous avez deviné de laquelle scène je parle, et lui balance en mode « Titanic moi !» Et j'étais en mode « Mais quoi ? Mais c'est quoi cette réplique de merde ?» Vraiment, il y a des trucs, à un moment donné, je veux bien être indulgent sur certains points du scénario, et laisser passer, parce que c'est vraiment c'est le minimum scénaristiquement, ça va pas chercher bien haut, c'est pas très élevé intellectuellement parlant, c'est juste du feel good movie pour amuser les plus jeunes et celles et ceux qui sont pas cinéphiles pour un sou. Mais et à un moment donné, j'ai envie de dire, évitez d'être un minimum ridicule, parce que sinon votre comédie là, ça va leur nez du côté du navet. Déjà que c'est limite, mais n'allez pas plus loin que ça, s'il vous plaît, quoi. Essayez d'être au minimum moins ridicule que ça, voilà. Je veux bien que vous essayiez de vous adapter vraiment à un public très très large, et de toucher tout le monde, et de faire en sorte que tout le monde, même les gens qui vont beaucoup au cinéma et qui connaissent les vieilles comédies romantiques, adhèrent un minimum à ça. Mais pour ça, évitez d'être un minimum ridicule, voilà. Parce que des fois, vraiment, le film est très très ridicule, très très gênant. Et voilà, il y a notamment un personnage qui se dénude sans aucune gênance, voilà. Et donc il y a des trucs par rapport à la pudeur. Il y a des vannes qui sont redondantes et qui marchent pas du tout. Ah, c'est... Ouais, non, des fois, le film, vraiment, il va trop loin. Il s'assume, hein, vraiment, il va très très loin dans la bêtise et dans l'absurdité. Mais des fois, t'as envie de dire, putain, les gars, n'allez pas trop loin, vraiment. Ça va, hein, vraiment, je suis pas sorti de la scène non plus. Parce que c'était quand même amusant, voilà, c'est un truc, encore une fois, ça passe. Mais vraiment, ils auraient peut-être dû pas aller plus loin et éviter certains trucs. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, bon, majoritairement, du coup, je vous recommande, sans jamais le connaître, Le Successeur à la salle d'épreuve, voilà, je vous en recommande 3. Et puis le reste, bon, laissez une chance. Voilà, si vous appréciez, si vous êtes amateur de Tom Dines pour Midsommar, allez-y quand même, ça peut quand même vous plaire. Priscilla pour les amateurs de Sofia Coppola, je sais pas trop, c'est très loin d'être son meilleur et son plus intéressant, mais donnez-lui quand même une chance aussi. Et la salle d'épreuve, par contre, vrai intérêt pour ce film, donc foncez le voir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.